J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les gens qui, à un moment de leur vie, osent suivre leur propre voie au lieu du chemin tout tracé. Je m'appelle Joanie Lacroix et j'accueille ici des gens qui ont décidé de faire partie de la solution pour créer un monde meilleur. Des rencontres pour vous inspirer à faire briller votre lumière et vous éveiller à votre pouvoir intérieur. Je crois profondément que nous avons tous quelque chose d'unique à apporter au monde. Et je suis convaincue que notre vie devient riche de sens lorsqu'on partage notre magie. C'est notre plus belle contribution parce que chacun de nous peut changer le monde à sa façon. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Pastel Fluo. Dans ce 3e épisode, j'accueille Rose Gouette, une entreprise de produits naturels qui offre aussi des rituels où elle prend vraiment le savoir-faire et le savoir-être de ses racines ancestrales de l'Afrique, du Cameroun. C'est un épisode très, très riche. On va dans tous les sens, mais ça l'éveille la conscience à tellement de niveaux. Rose nous amène sur cette notion d'honorer la diversité, de se prendre main dans la main, chacun ensemble, de s'élever ensemble, la force de s'élever ensemble. Elle nous amène à mieux comprendre la réalité que peuvent vivre les personnes noires. Elle nous parle d'entrepreneuriat, de bienveillance, d'écologie humaine. Un épisode magnifique que je vous conseille fortement d'écouter jusqu'à la fin, rempli de pépites. Mais avant d'entamer cette belle conversation, j'ai envie de remercier Rose Bouddha. En fait, c'est très drôle parce que j'écoutais dernièrement au sommet Expo Yoga Maxime Morin, qui est une des cofondatrices de Rose Bouddha, qui était à la table, dans une table ronde virtuelle avec Rose Gouette, justement, sur une conversation au niveau d'embrasser la différence, d'honorer la diversité. Et Rose Bouddha, je veux saluer cette entreprise-là qui, dans leur photoshoot, mettent de l'avant des vraies femmes, des vrais corps, des femmes issues de différentes nationalités, mais aussi de différentes tailles. Et je trouve que ça fait du bien. Elles ouvrent la voie dans la fashion. Et ces valeurs-là d'authenticité, je trouve qu'on en a de besoin. Ça fait un super beau parallèle en plus avec l'entreprise de Rose Luxé, justement, qui honore vraiment le vrai. Et juste avant de vous parler de notre 2e partenaire pour le balado, la Shop Studio, je veux vous rappeler qu'on a une collaboration avec Rose Bouddha qui vous permet d'avoir 15 $ de rabais sur toute commande. Donc, vous pouvez utiliser Pastel Fluo 15 quand vous faites vos commandes en ligne, puis ça va vous permettre d'économiser des sous. Je veux remercier la Shop Studio où est-ce qu'on enregistre aujourd'hui. On fait la captation audio-vidéo et justement, la Shop, il offre des captations avec toute la technique. Donc, c'est vraiment fait de façon hyper professionnelle. C'est un studio de son où les musiciens peuvent venir enregistrer. C'est un studio de voix, un studio de post-production vidéo, post-production sonore. Une gang que j'aime, de cœur, et je veux vraiment les remercier d'être avec moi dans l'aventure du balado. Rose Gouette, que j'accueille aujourd'hui, qui est une amie, qui est une femme que j'ai eu un coup de cœur instantané. J'ai l'impression, en fait, que Rose, à chaque fois que je t'ai rencontrée, à chaque fois que je t'ai parlé, j'ai l'impression de parler à la grand-maman du village. Oh mon Dieu, ça me touche. La sagesse. Non, c'est vrai, la sagesse incarnée, et je suis tellement heureuse que tu t'es déplacée pour venir t'asseoir sur ce beau petit coussin pour qu'on ait une conversation, parce que ça fait comme 2 ans qu'on s'est pas vu en vrai, en plus. Quasiment 2 ans, c'est ça. J'étais pas encore enceinte, tout juste. Oh. C'est ça. Puis, Rose, en fait, si on recule quelques années en arrière, moi, c'était Sophie Maffolini, une amie qu'on a en commun, que plusieurs personnes connaissent, qui m'avait parlé de toi, qui m'avait dit à quel point tes produits lui faisaient du bien, mais à quel point ton âme lui faisait du bien. Puis elle m'avait parlé de toi, là, et tu sais, des fois, quand quelqu'un te parle d'une autre personne et tu te sens tout de suite attiré de la rencontrer. Appelée même, parfois. Ah oui. Ouais, c'est vrai ce que tu dis, et j'avais ressenti la même chose pareil. Je sais pas si tu te rends compte, elle m'a juste dit, j'ai parlé de toi à mon amie Joanie qui fait ça, 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 elle est comme ça.
et tu verras, elle est incroyable. Et c'est ça qui s'est passé, en fait. C'est incroyable. Oui, vraiment. Puis, tu vois, je me suis présentée, en fait, puis ça démontre ta magnifique générosité. Tu m'as écrit un courriel en me disant « J'ai envie de t'offrir un soin. » Oui. Parce que tu fais des soins. Oui, c'est ça. Et de bon cœur, tu t'es dit « Garde, mon cœur me dit de t'en offrir un. Viens me voir. Et on a passé un bon 2 heures ensemble. Elle est vraiment riche. Et puis c'est là où, encore une fois de plus, mais je l'ai compris il y a une dizaine d'années parce que la vie m'a forcé à le comprendre. Nous sommes des êtres un peu multidimensionnels. Oui. Il y a tout. Il y a le physique, c'est vrai, il y a le mental, il y a le spirituel, mais il y a même encore d'autres choses. Et c'est ça, c'est qu'à un moment donné, quand on est sur un chemin, la vie nous met... elle met irrésistiblement à notre disposition les bonnes personnes, les bonnes ressources, les bonnes expériences, même si parfois elles sont mauvaises, mais tout converge vers te guider vers là où tu dois t'en aller. Et ça, il faut croire dans ces couches un peu autres que le simple physique ou le simple mental, parce qu'on vit beaucoup dans notre tête, dans notre mode de vie contemporain. Oui. On travaille beaucoup avec nos têtes, on a beaucoup de métiers devant les écrans, on est moins dans les mains aussi, moins paradoxalement, dans le corps. Moi, c'est ce que je fais tous les jours. Oui. Inciter les gens à se toucher. Ouais. Parce que pourquoi on s'est autant même éloigné des métiers manuels, c'est parce qu'on perd le contact avec notre propre physique. Nous sommes dans la tête. On vit juste ici. C'est ça. Tout à fait. On rêve d'intelligence artificielle couplée à notre intelligence humaine. Je ne dis pas que le projet est mauvais, je pense même que peut-être qu'il peut aider certaines personnes, mais je pense qu'à un moment donné, il faut revenir là, les jambes, tes mains, oui, et comprendre qu'au-dessus, il y a des dimensions un peu qui nous échappent, qu'on ne maîtrise pas beaucoup, mais rien que de savoir qu'elles sont là, elles nous portent, elles nous accompagnent, elles nous poussent littéralement dans nos meilleurs accomplissements, en fait. Dans la douleur, mais souvent aussi dans le bonheur. En fait, c'est beaucoup de bonheur, mais il faut accepter la part de douleur qui vient parfois avec. Ben, souvent, il faut plonger dans la douleur pour goûter véritablement au bonheur, mais dans un... Je trouve que quand tu plonges dans la douleur après ça, tu goûtes à la joie profonde différemment, avec plus de texture. Et j'aime le verbe que tu emploies. Tu goûtes. Oui. Parce que dans les goûts, il y a l'acidité, il y a l'amertume, mais il y a le salé, le sucré qu'on aime un peu plus. Et je crois, les Japonais ont même je crois c'est unami. Bon, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a un goût parfait, composé d'un peu de tout, qui est vraiment sublime. Peut-être en commentaire, les gens nous diront. Oui. Mais c'est ça, la vie, elle est faite de tous ces équilibres-là, puis il faut les accepter pour habiter cette enveloppe multidimensionnelle qu'on habite, en fait. Écoute, je pensais pas aller là dès le départ, mais plongeons! Hein? Mais c'est ça. Tu sais, quand je te dis la grand-mère du village, là. Mais c'est toujours ça. Boum! Tu nous amènes dans cette profondeur. Il n'y a pas de niaisage. Ah ouais, on parle des vraies affaires. C'est exactement ce qu'on a vécu ensemble la première fois. Mais c'est ce qui s'est passé dès les premières minutes. Ça a juste été Joanie, puis là, elle m'a parlé des maternités. Et puis là, boum! Et c'est-à-dire, on a foncé dedans, c'était vraiment incroyable. Vraiment. Mais c'est ce que j'aime aussi dans la vie, peut-être toi aussi. Ben oui. Et je crois qu'on arrive, je ne sais pas si vous aussi vous le sentez, on arrive à une époque où il va falloir faire tomber les filtres, il va falloir faire tomber les masques, il va falloir faire tomber tous ces artifices autour qui nous empêchent finalement de vivre pleinement dans notre humanité, de vivre avant tout cette écologie humaine. Je sais qu'on intérieure. C'est ça. Ah, oui. Je sais qu'on parle beaucoup de l'écologie, de notre écosystème, de la planète, etc. Peut-être que j'ai un rapport un peu plus
détachée à ces choses-là parce que j'ai eu une partie de ma vie que j'ai passée au cœur de la forêt équatoriale. Et c'est vrai que, bon, je vois, on fait attention à nos déchets dans les villes, etc. Mais je me dis à un moment donné, si nous sommes arrivés aussi loin dans ce non-respect de notre environnement, de la vie, sous toutes ses formes, c'est parce que nous ne savons pas ce qu'est l'écologie humaine. Oui. Quand on va au contact des personnes qui vivent encore dans des sociétés traditionnelles, comme celle dans laquelle j'ai eu la chance de vivre une partie de mon enfance, c'est au cœur. Tu peux pas respecter les autres, la planète ou quoi que ce soit si tu ne sais pas toi-même ce qu'est être bien dans ta peau. Oui. Si tu ne sais pas, le matin quand tu te réveilles, est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis en forme? Attends, c'est tellement une question simple Oui. mais qu'on ne se pose pas. Voilà, c'est ça. Est-ce que je suis bien présentement? Parce que avant d'aller chercher peut-être des questions très stratosphériques comme les impacts potentiels de l'homme sur la planète, le climat, toi, comment vas-tu? Oui. C'est parce que nous sommes beaucoup d'êtres humains sur cette planète à être mal, d'avoir des déchets, des douleurs, vraiment dans les tripes, en fait. Mal-être, un vide de sens, vide de... Pourquoi je fais les choses? Pourquoi on ne sait même pas ce que nous faisons? On se réveille juste le matin, j'ai besoin de mon café. On n'est même plus capable de se réveiller. Et ça, ce que je dis souvent, c'est que le contraste est très profond quand on va dans les sociétés traditionnelles et qu'on voit la vitalité avec laquelle les gens se réveillent le matin sans café. Ben, ça m'avait marqué. J'ai habité en Afrique 2 mois. Voilà, quand même. Au Sénégal. Oui. Ouais. Et j'étais jeune à cette époque-là. J'avais peut-être 19 ans. Puis ça m'avait marqué, justement, de voir à quel point les gens, c'est tellement cliché de le dire, hein, il n'y avait pas de matériel, mais non. Et là, qu'il y avait une vie. J'observais souvent des hommes, des vieillards sous un arbre qui parlaient pendant des heures, qui philosophaient sur la vie, qui décortiquaient. Puis en fait, c'est drôle parce qu'en t'écoutant, je trouve qu'on ressent tellement tes racines africaines, mais tes racines, justement, tu as vécu en Afrique rurale, hein? Oui, c'est ça. Où les gens prennent le temps de se parler, de parler des vraies choses. Exactement. Mais en même temps, parce que ces racines, c'est comme tout un arbre, quand on le déracine, ben, ça peut finir dans un pot, et puis ça continue de survivre plus ou moins. Alors moi, ce que j'ai fait de manière intentionnelle, je me suis rapprochée des ruralités, des endroits où j'ai vécu. En France, j'aimais bien aller dans les villages, commencer à parler à des gens que je connais pas, comme ça. Puis en plus, comme j'ai eu une adolescence, quand nous sommes revenus en France, mes parents étaient ruinés, il n'y avait pas grand-chose, on a vécu dans des conditions vraiment pas très belles, très bonnes, mais je pense que ça aussi, comme je disais, c'était une expérience pour moi. Ça t'a forgé. Ça m'a forgé, mais après, je suis retournée dans la ruralité en France. Et ici, au Québec, j'aime bien aller dans la ruralité. Parce que ces racines, finalement, elles sont partout. Et je crois que les Occidentaux, parfois, nous flagellons en regardant les peuples perdus d'Amazonie, d'Asie, d'Afrique, en disant que eux, là-bas, ont quelque chose de magique. Mais des fois, la petite mamie à Lantier, un petit village... même ici au Québec, elle a ce truc-là. Le problème, c'est qu'elle ne parle pas fort, elle n'est pas valorisée. On ne la voit pas dans l'espace médiatique, on ne la voit pas dans l'espace public. Donc tout ça pour dire que ce monde vit, se nourrit, vampirise en fait, littéralement, au sens de prendre de la vie et créer des abominations parce que nous sommes des personnes déracinés qui ne savons pas ce qu'est l'écologie humaine. Et quand on comprend ça, on est beaucoup plus bienveillant envers les uns les autres, c'est-à-dire toi, moi et d'autres personnes, une société diverse avec laquelle on doit cohabiter, avec la nature, avec les animaux, avec
avec tout, avec les esprits. Parce que imagine... L'unité. L'unité. Moi, c'est ce mot-là qui résonne en moi quand je t'entends. C'est cette conscience-là unitaire. Et tant que nous n'habitons pas ces notions d'écologie humaine, nous ne sommes pas souverains. Parce que c'est ça qui vient ces dernières années, la souveraineté. Écoute, parce que là, on va continuer à voir des politiciens qui vont nous mentir, nous tromper, toujours avoir ce jeu de séduction, d'élection, puis de trahison. Et au bout de 4 ans, on dit, mais j'ai voté pour lui, puis... ou alors là, je vote même plus, puis... Or, ils régissent beaucoup de choses dans notre vie, mais c'est parce qu'il n'y a pas cette écologie, il n'y a pas cette souveraineté. Un respect de soi, profondément. Profondément. Un respect de l'autre. Ces personnes-là changeraient naturellement. Parce qu'on se dirait, mais pourquoi il se présente en politique? Qui peut voter pour lui? On rirait tellement fort qu'ils auraient honte et ils arrêteraient tout simplement. Mais en même temps, tu sais, pour nuancer, je pense que il y a plein d'humains qui ont tellement de bonnes intentions, mais j'ai l'impression que c'est les structures. Actuellement, je trouve que présentement, ce qu'on ressent dans cette transition-là, c'est comme si les structures qui étaient en place, qui étaient tellement solides qu'on pensait même indestructible, oui. Jusqu'à peu, tranquillement, sont en train de s'effriter. Puis, elle s'effondre, Joëlle. Elle s'effondre, t'as raison. Elle s'effondre, mais il faut faire attention. Surtout, j'imagine que les personnes qui nous écoutent sont très sensibles. Ce sont des structures qui sont en train de s'effondrer dans la tyrannie. Parce que, vous savez, il faut faire cette expérience. Je ne sais pas si toi ou les personnes qui nous regardent se sont déjà retrouvées face à un animal féroce qui a mal, qui est blessé. En fait, si jamais on l'approche un peu trop près, si jamais on a à un moment donné un peu de pitié, on veut le sauver ou quoi, c'est sa dernière chance. Il va vous tuer s'il en a l'opportunité. Il a cette espèce d'adrénaline de... Je pense qu'il y a tout ce jeu... Oui, de survie. En fait, il va vous... Donc, oui, elle s'effondre, mais il va falloir à un moment donné que nous, individuellement, nous retrouvions cette souveraineté, que nous habitions cette écologie humaine pour terminer le travail. Parce que sinon... on va se faire mordre par le cou. Puis, vous savez, c'est pas des scènes drôles qu'on aime voir en forêt avec un animal sauvage agonisant qui se débat en fin de vie. Oui, mais en fait... Mais compassion pour ces animaux, attention. Compassion. Mais ces structures-là, en même temps, pour moi, c'est la première étape. Il faut qu'elles s'effondrent pour ensuite laisser de l'espace pour reconstruire autrement, pour reconstruire sur des nouvelles bases. Puis je suis tellement d'accord avec toi que ce nouveau monde-là, ou ce changement-là qu'on veut voir dans le monde, il part, puis c'est exactement la mission même du podcast, là, renaître à soi, c'est exactement ça. Je trouve que ça part d'un choix, d'une responsabilité individuelle et collective à renaître à nous-mêmes, à renaître, tu sais, au début, tu me disais, on vit beaucoup dans la tête, mais à renaître à une partie de nous-mêmes qui est plus au niveau du cœur, du senti, d'un élan de vie, aussi, d'un appel à se dire, il me semble que la vie pourrait être autrement. Il me semble que la vie pourrait être plus goûteuse, pourrait être plus... Et c'est dans la simplicité, c'est pas dans... Donc... très simple. Ouais. C'est dans le dénuement, la simplicité... l'accessibilité, le charnel, le spirituel. Et vraiment, il y a des choses, il y a des structures, effectivement, qui sont en train de tomber. Mais attention, ces structures se réinventent. Comme je dis, il faut faire attention. Puis, c'est là où nous, il y a ce réveil massif qui doit vraiment s'opérer et continuer. Parce que sinon... on sera à nouveau embarqué dans d'autres formes de choses qui nous échappent alors que nous avions de belles intentions. Et c'est pour ça qu'il faut consciemment renaître à soi. Consciemment dire, ça ne me correspond plus, ça ne me regarde plus, je ne veux plus y participer parce que j'estime que A, X, Y, voilà, c'est pas bon pour nous, pour moi.
Et je ramènerais ça à la petite phrase du début. Est-ce que je suis bien aujourd'hui? Suis-je bien? Ouais. Comment je me sens? Ouais. Comment je me sens? je me sens? D'abord, physiquement. Moi, c'est pour ça que j'ai une entreprise de soins de la peau, Oui. mais je partage énormément sur les rituels, sur les massages, et pas des rituels religieux, parce que n'allez pas vous imaginer que dans mon village, on se masse en cérémonie religieuse. C'est pas du tout, justement, on sépare tous ces aspects de bien-être, de santé, du religieux qui a sa vie à part. On mélange pas les deux ensemble, comme je vois, il y a des formes de renouveau spirituel, peut-être de paganisme en Occident, je sais pas. Je trouve qu'il y a des communautés de sorcières, de beaucoup de choses. Non, on mélange pas les rituels comme ça en Afrique. Et il me semble, parce que je parlais avec une fille brésilienne, eux aussi se séparent. Le religieux n'est pas... donc. Mais quand on se masse, qu'est-ce qu'on fait? On revient dans le physique. Quand je me masse le matin, je vois, je touche, je sens, il y a énormément de congestion sous les yeux. Bon, il y a plusieurs médecines traditionnelles qui disent que c'est lymphatique, ce sont les reins, ça circule moins bien. Qu'est-ce qu'on fait? On commence avec un très très grand verre d'eau. Donc, qu'est-ce qui se passe ce matin? Pourquoi? Comment je vais? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Comment est-ce que je gagne ma vie? Comment est-ce que j'encourage les autres? En ce moment, par exemple, je suis très surprise quand je dis aux gens que 85% des emplois sont créés par les petites et moyennes entreprises. Les gens sont surpris, ils savent pas. Parce que les grosses sont tellement visibles, les institutions publiques et les grosses entreprises quasi-étatiques sont tellement grosses que les gens se rendent pas compte, en fait, qu'en ce moment, ce qu'ils font a un impact énorme, en fait. Tellement. Énorme. Tellement. Mais... Dans chacun des petits choix quotidiens. Tu sais, le podcast, c'est renaître à soi et changer le monde à sa façon. Hein? Puis et changer le monde à la façon, c'est comme c'est l'expiration. Hein? C'est l'amener vers l'extérieur. C'est de l'intérieur vers l'extérieur, mais c'est exactement ça. Tu sais, changer le monde, ça veut pas dire nécessairement partir une entreprise, parce que pour plein de monde, c'est pas eux, ça, de partir une entreprise. Mais, non, mais c'est vrai que des fois, ça prend souvent la forme d'un projet, d'une initiative, d'un projet entrepreneurial, mais changer le monde, ça peut être aussi, qu'est-ce que je décide d'acheter aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce que j'encourage à travers cet achat-là, à travers ce dollar-là? Puis, on peut parler, en fait, de ton entreprise Luxé, qui est des produits magnifiques, que je capote. Je suis vendue dès la première fois qu'on s'est vu. Et c'est des produits naturels pour la peau, pour le visage, mais pour le corps aussi. Et des rituels également. Oui. Puis toi, ta mission à travers ça, c'est d'offrir des produits qui sont bons, qui sont sains, qui sont faits dans une conscience. Mais tu as déjà dit, moi, ma mission, c'est avant tout de changer le monde à travers cette entreprise-là, de changer les choses, d'éveiller les consciences, C'est ça, parce que moi, en fait, je suis un bébé, j'ai pas envie de citer le nom de ces groupes-là, mais à la base, je suis née en France. Et en France, et en Europe d'une manière générale, on a les plus grands groupes de la cosmétique, notamment l'un de ces groupes-là, l'héritière avait dit, il y a 70 ans, je crois, il y a très longtemps, qu'elle veut qu'un produit de son groupe se retrouve dans les sacs à main, les trousses de beauté de toutes les femmes du monde entier. Ils ont réussi. Ils ont acheté tellement de marques, tellement c'est des choses vraiment géantes. Moi, j'ai grandi au cœur de ça. On a tous un ami, un copain, quelqu'un... Enfin, c'est vrai que ça dépend socialement de qui on côtoie, mais qui connaît au moins quelqu'un qui travaille là-dedans. Et à la télévision, on a toutes ces personnes avec cette crème miraculeuse. Oh, nous avons découvert le complexe XYZ avec pi au carré. Enfin, un truc encore nouveau qui va complètement changer votre peau. Alors que je pense qu'on est tous témoins, on peut en témoigner. Moi, j'en ai été victime. Hein. Il n'y a jamais eu autant de problèmes de peau. Malgré toute cette technicité, toute cette science, toute cette
ce nombre incalculable, infini de marques, d'approches ou quoi, il n'y a jamais eu autant de problèmes de peau sur cette terre. Donc, fait que le problème est plus profond. Ouais, fait que le problème est beaucoup plus profond. Et il est là ton message. Oui, c'est ça, voilà. Oui. Et puis, pour moi qui ai eu beaucoup d'acné, qui ai pris de la médication, qui était vraiment, c'était au retour du Cameroun. Parce que je suis née en France, puis j'y ai vécu jusqu'à mes 7 ans. Et à partir de mes 7 ans, mes parents ont décidé qu'il fallait qu'on passe à quelques années au Cameroun. Ils avaient des projets très ambitieux, qui n'ont pas vraiment abouti, mais ils se sont dit au moins, on veut essayer de donner la chance à nos enfants de savoir d'où nous venons. Pour reconnecter avec les origines. Leurs origines, de manière à ce qu'on n'ait pas de... Parce qu'ils voyaient déjà à l'époque, certains de mes grands cousins, pour ceux qui sont familiers avec toutes ces vagues de migration, les Camerounais sont des gens qui sont venus très tôt en France, parmi les premiers Noirs, après les Antillais, donc les Antillais qui sont français depuis très longtemps, mais les Camerounais étaient assez tôt quand même en France, puis c'était pas tout à fait une colonie, hein, c'était un protectorat, une espèce de contrat un peu bizarre. Puis, et mes parents voyaient un peu mes grands cousins aller un peu dans des rébellions identitaires. Ils sont nés en France, ils ont grandi là, mais ils disent qu'ils sont Camerounais. En tout cas, mon père... En fait, je trouve que c'est comme l'exemple typique, justement, des gens qui fuient leurs racines pour penser avoir mieux, mais finalement tombent dans des milieux de vie qui sont plus ou moins sains. C'est ça, en fait, parce que mes grands cousins, à l'époque, en voulant reconnecter avec leurs origines camerounaises, qu'ils ne connaissent pas, tombaient dans des combats politiques, identitaires. Puis mon père disait, attends, parce que lui, il est brillant, il s'est complètement éloigné de l'école, il est allé dans des trucs. Puis là, papa dit, non, je pense que ces enfants doivent aller au Cameroun et ils doivent aller dans ce que nous, on appelle le Cameroun. Donc, pas les grandes villes, dans des ghettos d'expatriés, on va au village. Voilà, c'est ça. Puis ma mère a dit, waouh, t'es sûre? Un village qui est dans la jungle, qui est dans la forêt. Alors, non, on a eu ça 2 ans, puis 3 années un peu plus... Oui, parce que c'est pas facile à gérer. Puis nous, on a vécu des épidémies, où il y avait des morts autour de nous. On a vécu le choléra, des choses comme ça. Fait que mes parents, au bout d'un peu, ils ont dit, bon, on va retourner un petit peu dans un village un peu plus structuré à un moment donné. Mais on avait toujours ces contacts avec ces milieux ruraux-là. Des fois, j'y allais pendant 2 semaines. Mais c'est clair que c'est pas typique. Normalement, une famille de Camerounais, même de Congo, j'en sais rien, mais qui retourne en Afrique, tu vas en ville. Tu vas dans la grande ville. Mais mes parents, non. Ils ont dit, on veut vraiment que nos enfants s'imprègnent de la réalité rurale. C'est quoi vivre dans un petit village, même un peu en forêt, pour vraiment savoir d'où nous venons. Et pour eux, c'était d'autant plus naturel que eux étaient des personnes qui ont quitté très tard leur village. Donc, ils connaissent leur vie. C'est pas des urbains nés à la ville qui ont rêvé d'Occident. Non, mes parents ont voulu venir en Occident pour s'élever, en fait. Pas que là-bas, on les traînait vers le bas. C'est que pour eux, il y avait vraiment... Je veux voir autre chose. J'ai l'impression qu'à vivre ici, je suis aveugle. J'arrive pas à connecter un certain nombre de choses. Et mon père, je pense, a eu une très bonne intuition. C'était vraiment un projet de migration, pas pour aller profiter, parce qu'il y a plein d'intentions, les gens ont plein d'intentions, mais c'est vraiment pour, je veux m'élever d'une certaine façon, et je pense que là-bas, j'aurai des réponses, et il disait déjà à l'époque, mais à un moment, je sens que j'aurais besoin de retourner chez moi. Et je pense que là, il arrive un peu à l'automne de sa vie, et il sent qu'effectivement, il faudrait qu'il retourne. Il a vu, et puis sa plus grande fierté, c'est nous, en fait, des enfants qui habitent harmonieusement leurs identités. Oui. Moi, je le dis à qui veut l'entendre, je suis française, je suis d'origine camerounaise, et je deviens québécoise depuis 10 ans. C'est comme ça, j'ai tout ça qui vit en moi, les langues, et c'est beau, c'est riche, je l'habite pleinement. Mais j'ai envie de faire un parallèle, tu vois, en t'écoutant parler entre la beauté. Tantôt, tu me disais, les crèmes qui nous vendent un peu l'idéal, qui nous vendent quasiment que ton bonheur est dans cette apparence-là, dans cette potion-là.
Et tu vois toutes les personnes, parce que même, je me rappelle, moi, quand j'étais en Afrique, là, les gens me regardaient, tu sais, une petite blonde blanche, hein? Ça flash dans la rue. Mais les gens me regardaient en me disant, t'es tellement chanceuse, toi. Tu sais, t'habites en Occident, t'habites là-bas. C'était comme le rêve. Puis il y a plein d'Africains qui me disaient, nous, c'est le rêve de chacun. Il y en a qui ramassent, qui travaillent une vie pour avoir un billet d'avion pour s'en aller en Occident parce qu'ils ont une perception de l'Occident un peu erronée, je dirais. Parce que, encore une fois, c'est sur l'apparence, hein. Mais je pense qu'il faut l'entendre quand même parce que là, j'étais encore dans mon village, là, dans la forêt vraiment, pendant que j'étais enceinte en mai 2019. C'est dur. Oui. Des fois, aller aux toilettes, au sanitaire, c'est compliqué, c'est un trou dans lequel on peut littéralement tomber avec plein de caca. Pardon, mais il faut que les gens soient conscients aussi de ça. Au niveau matériel, c'est très difficile. On a toute cette vie sauvage qui vous attaque. Imaginez, moi, au cœur de la forêt équatoriale, mais les moustiques qu'il y a là-bas, mais c'est des oiseaux hyper féroces qui vous piquent sur la peau, sous la peau, ou les maladies. La vie est dure au niveau... C'est ça, et en même temps, parce que depuis 12 ans que j'y retourne avec l'âge adulte, par contre, l'exercice intellectuel que je peux faire, c'est que je vois que, il y a toute cette pauvreté, mais ces villages se vident. Les jeunes partent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'entasser dans des bidonvilles. Ben, c'est là que j'allais. Les traditions qui permettaient de tenir un petit peu et de diminuer un peu ce sentiment d'envie, d'exode, il est de plus en plus fort. Et qu'est-ce qui reste à la place de toutes ces traditions, de ces villages riches, vivants, abondants, qui étaient très... Moi, quand j'étais petite, au début des années 90, ce qui reste, c'est les pancartes sur des parcelles de forêt primaires qui sont rasées pour cultiver du palmier sauvage, du palmier justement industriel. Nous, on travaille avec du palmier sauvage qui pousse naturellement dans les forêts équatoriales. Mais il y a tout ça et... Mais c'est pas une monoculture. Non, c'est pas une monoculture, c'est un peu plus élaboré. Effectivement, il faut que d'arbre en arbre, il se déplace. Puis là, il y a d'autres arbres. C'est pas un champ. Mais les autres, ce sont des champs, un peu agriculture industrielle et tout. Et on regarde à qui appartient ça. Et après, on va sur Internet. Quand on cherche, on trouve. Hein. Et puis, on se rend compte que, mais ça appartient à telle entreprise, qui, elle, appartient à tel fonds d'investissement, qui possède majoritairement en investissement quoi? Des retraites. Donc, moi, je suis à Montréal. Je suis écolo, bobo, voilà, tout est bio chez moi, tout est beau. Oui, mais quand je prends ma retraite dans 20 ans, je vais vivre de ça. Et on pense qu'ici, on milite pour la planète, la pauvreté, le climat, j'en sais rien. Parce que ça, moi, parce que je viens de là, voilà les réalités que je vois. On dépeuple ces endroits-là et les pouvoirs, et c'est même plus de la politique, les pouvoirs financiers qui le font, nous leur donnons la carte pour le faire. En notre nom. Ils ont notre autorisation puisque nous bénéficions des fruits de tout cela. Nous dépeuplons ces endroits, les traditions s'envolent avec, ils vont dans des bidonvilles, la pauvreté, la prostitution. Dans ma famille, malheureusement, j'ai des personnes de ma famille qui se prostituent et elles espèrent aller en Occident. Mais en face, on a des gens aussi qui, face aux difficultés de la vie, sont parfois prêts à vendre et se vendre, un peu à tout va. Alors, qui est fautif? Moi et l'écolo au plateau à Montréal ou ces gens-là? Donc, et c'est pour ça qu'à un moment donné, je parle d'écologie humaine. Parce que quand on habite l'écologie humaine, il y a des choses qui ne se font plus en notre nom. Et souvent, c'est ça, les gens me disent des fois, Rose, t'es vachement... tu connais beaucoup la finance, comment ça fonctionne, c'est toutes ces... Mais c'est que la vie... Moi, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir été préparée, en fait, pour ce que nous vivons en ce moment. Et parler de ces choses-là, comme je le fais, tout m'a mené là, en fait.
Absolument. Et j'ai eu des tentations de me taire littéralement, de vendre mon entreprise, de faire plein d'argent, de rentrer dans le rang. Je dis pas que c'est pas bien de le faire, c'est juste que j'ai rencontré tellement d'entrepreneurs qui m'avaient juré qu'avec la place d'influence qu'ils auraient, ils changeraient les choses et qui ne l'ont pas fait. J'ai trouvé que c'était tellement... Mais en même temps, qui suis-je pour les juger? Peut-être des fois, il faut se sauver soi-même. Hein. Je sais pas. Mais c'est tellement intéressant ce que tu dis. Puis ça me rappelle quand il y a eu la grande vague, le mouvement Black Lives Matter. Là. Oui. Et en mai dernier. En mai dernier, oui, exactement. Et là, tout le monde qui disait... OK, la diversité, c'est important. Il faut représenter plus de noirs, plus de diversité dans les différentes marques. Puis toi, tu as amené un point et j'ai trouvé ça. C'est là quand je te dis que tu es la grand-mère du village. Là. Un peu nuancé. Non, tu es encore plus loin en disant oui, c'est important qu'il y ait une diversité, qu'on voit la réalité, qu'on voit du vrai, qu'on arrête de voir... Oui, OK, le privilège blanc, mais tu as dit qu'il faut aller plus loin. Le problème, en fait, c'est que chacun d'entre nous, on participe à ça justement parce qu'on vient encourager avec les dollars qu'on investit, des façons de faire qui font en sorte que des personnes qui sont dans des milieux plus de survie s'appauvrissent encore plus. Exactement. Et on le fait de manière... active avec notre argent, comme tu dis, mais même avec notre attention. Moi, à un moment donné, j'aimerais qu'on m'explique. Vous savez, tu sais, une fois, j'ai eu une altercation avec une dame, c'était en 2012, au Vieux-Port, dans une espèce d'épicerie qui, je pense, s'adressait aux restaurateurs, on était là. Et puis, j'étais au téléphone, et c'est vrai que je parlais un peu fort. Bon, petit moment de vulnérabilité, là. je parlais un peu à l'africaine, super fort. Je crois même que j'étais au téléphone avec quelqu'un de ma famille en Afrique. Quelque chose comme ça. Puis, elle a dit, « Oh, ces gens-là, ils savent pas se tenir. » Et puis, elle était... Je veux pas donner de descriptif, mais physiquement, pour moi... c'était une femme en souffrance, vraiment. Je me suis arrêtée, je me suis retournée, puis moi, je peux être très sanguine, hein, je peux avoir un caractère un peu explosif et tout. Je me suis retournée, je l'ai regardée, je lui ai dit « J'espère que vous irez mieux, parce que je pense que vous n'allez pas bien. » Là, je pourrais peut-être appeler la police, je sais pas, ou dire que vous m'avez agressée sur ma couleur de peau, sur ma culture, mes habitudes culturelles, mais je pense que vous le faites parce que vous n'êtes sincèrement pas bien. Mais j'entends ce que vous dites. Oui, je parlais beaucoup trop fort. Mais j'ai de la compassion pour vous, vous n'allez pas bien. Là, c'est 2012 et je l'ai rencontrée en 2016 à Milano, d'une épicerie dans la petite Italie que j'adore. C'est elle qui m'a reconnue. Elle est venue me voir. Elle avait les mains... Physiquement, elle était métamorphosée. Ah ouais. Et puis elle m'a dit, merci, vous vous souvenez peut-être pas de moi, mais je me souviendrai toute ma vie d'elle. Elle avait les yeux d'un bleu tellement... C'est rare de voir des yeux aussi bleus, je trouve. C'est pas tout le monde qui a... Je me souviens, et je me souviens de votre regard. Et effectivement, vous avez changé, vous êtes tellement plus heureuse. Physiquement, c'était une femme différente. Spirituellement, ce qu'elle dégageait était d'une puissance. Des histoires comme ça, de gens qui ont des remarques comme ça un peu... Je pourrais vous en raconter tellement. Mais moi, ce que je fais... Déjà, je me questionne, enfin, Rose, qu'est-ce que cette personne dit? Parce que, pas toujours, parfois il y a un peu de vérité. Vraiment, ce jour-là, je m'étais complètement lâchée. Puis je riais. Ah non, mais en plus... Tu sais, je parlais un peu... C'est ça, je parlais avec ma cousine. En fait, je parlais un peu Ewondo. Enfin, j'étais vraiment là, l'Afrique. Non, mais un truc... Non, mais ça ne se fait pas. C'est pas des manières de se comporter. C'est pas très courant en Occident, mais c'est vrai. Et ça fait que c'est venu me dire, OK, Rose, calme-toi quand t'es en public au téléphone, OK. Mais cette femme-là, en retour, je lui ai donné de l'amour. Ben, c'est ça que j'en allais dire. À ma manière... T'as agi
t'as répondu avec la bienveillance. C'est ça. Donc, cette personne qui n'est peut-être pas en santé, qui a un travail qu'elle déteste, elle est déprimée. Elle fait partie d'une entreprise qui contribue à enlever la forêt dans laquelle ma famille, mes ancêtres vivent, ont vécu. Donc, je vais lui en vouloir à elle. C'est pour ça que quand moi on parle de la suprématie blanche que tu aurais sur moi, alors ça veut dire que je reconnais mon infériorité noire. Non, c'est ça. Ah, ça, je me rappelle que tu avais fait un partage, justement, non, quelques jours après. après. Faut pas me demander ça. Nous sommes là pour nous élever ensemble. Et je trouve un peu dommage que les principales voix qui portent ces mouvements-là, je dirais pas que c'est un manque d'éducation, mais il va falloir à un moment donné que ces voix assument leur leadership. Parce qu'il y a des sujets très frontaux que j'ai déjà abordés avec certaines de ces personnes-là. Mais elles m'ont dit, non, Rose, au moins on a une place à la table. Tu sais, mais... Donc là, tu penses, supposons, des personnes de la communauté noire. Oui, c'est ça. Noires, au moins elles sont même métisses. Hein. C'est pas oui. tout à fait des noirs, mais... Oui, peu importe. C'est ça. Oui. Et là, parce que moi, j'aime bien parler du fond du problème. Oui, ben c'est ce que j'aimais, c'est que la diversité, cette notion-là d'inclusion, tu l'amenais avec un regard encore plus global. Oui, et il le faut. Oui. Surtout que moi, non seulement je viens par mes parents de ces forêts-là, que j'ai habité quelques années, et en plus j'ai grandi dans les quartiers difficiles, en banlieue parisienne, où la violence sévit, la pauvreté est rampante. On a vu tous ces politiciens de tous bords qui nous ont tout promis, et pourtant, rien ne s'est amélioré. Moi, je suis passée par des expériences d'une violence extrême. Certains de mes amis hommes aussi. Et bon, pardon, mais le problème, c'était pas avec des policiers blancs. Le problème, c'était déjà entre nous dans ces quartiers-là. Mais parce que vous êtes dans des conditions de survie, dans des conditions de... Et c'est ça, et lorsqu'on parle donc de tous ces systèmes macro qui créent ces situations d'isolement, et quand on en sort de combat en fait entre les races, alors que là, ce que j'amène aujourd'hui, c'est de parler d'écologie humaine, moi j'amène ces sujets-là, puis j'amène même, j'identifie qu'est-ce que je crois être les responsables. Écoute, moi, j'ai eu des discussions sidérantes avec certains de ces responsables de ces mouvements-là, qui m'ont dit « Mais Rose, qu'est-ce que tu crois? Je le sais, mais au moins on a une place et on peut parler. » Le problème, c'est que je trouve que la place que nous occupons alimente la place du conflit. Alors, peut-être qu'elles ont raison, peut-être qu'il faut passer par là, mais je dis qu'à un moment donné, il va falloir retrouver l'écologie humaine, qui te concerne toi, qui me concerne moi, qui concerne tout le monde. Parce qu'une fois de plus, il y a des abominations qui existent, qui se perpétuent, parce que nous ne savons pas être bien, nous ne savons pas être heureux, nous ne savons pas être souverains. Parce que s'il y avait ça, aucune de ces macro-structures dont tu parles, ces grosses structures, ne contribuerait exactement. Oui. Mon village serait pas vidé, les bidonvilles à Yaoundé au Cameroun seraient pas pleins de gens qui veulent émigrer en Occident pour se retrouver dans les quartiers pauvres dans lesquels j'ai grandi. Oui. Et après ça, perpétuer Et quand on a cette vision extrêmement de race contre race, on joue le jeu des structures qui nous dominent tous. Mais je suis d'accord, en fait, c'est toute la... Ben encore là, je trouve que c'est la question... Moi, ça ramène à la question de l'unité. C'est de reconnaître, en fait, que toi, grâce au fait que tu es différente, tu vas m'élever dans moi ce que j'ai apporté, dans moi ce que je suis. Puis moi, grâce au fait que je suis différente, et c'est bien au-delà d'une couleur de peau. C'est ça. C'est vraiment cette conscience-là de se dire... Et encore là, tu sais, je reviens avec le renaître à soi, mais si chacun prend la décision de renaître à elle-même et d'utiliser ce qu'on porte, hein? De ce qu'on porte de visible, d'invisible. Nos talents, nos dons. Imagine que le matérialisme occidental, c'est un rêve fou, hein?
Imagine qu'on arrive à porter le matérialisme occidental, qui est quand même une belle chose que vous avez faite. Je veux dire, là, je suis dans un beau confort, là, en ce moment. Oui. Hein, c'est relativement propre. Oui, je sais que là, il y a beaucoup de polluants dans les tapis, le parquet. Il y a des choses qu'on peut améliorer. Mais la science, il y a des scientifiques qui parlent de toutes ces choses-là. Et qui parlent de faire des matériaux qui relâchent moins de choses toxiques, tout en empêchant les petites bébêtes à aller partout. Ok, ça, on est à la porte de ça. On peut aussi amener ce spirituel qui vient de ces pays, de ces communautés plus traditionnelles. On peut Alors que nous, on s'en est un peu éloigner. dissociés ici, parce que justement, on est tellement dans le... On est beaucoup dans le matériel. Exactement. Et on a comme perdu la profondeur. Puis j'ai envie, justement, que c'est tu me ça, parles il faut aller chercher, en fait, ce matériel, ce spirituel. Au milieu, il y a ce que de plus en plus d'historiens, de philosophes appellent le logos, qui est en fait cette manière aussi d'être conscient de la philosophie, de la beauté, de la culture et venir la marier avec l'histoire. C'est bien des êtres humains qui sont conscients de leur histoire, de leur culture. Tout ça ensemble, on peut accoucher de ce monde. Mais une fois de plus, ça demande de la souveraineté. Ça demande de l'écologie humaine individuelle. Parle-moi de la souveraineté. Comment tu l'entends, toi, la souveraineté? Parce que je trouve que c'est un mot qu'on entend beaucoup, particulièrement dans la dernière année. Je trouve que ce mot-là... Oui, mais pourquoi on l'entend d'abord avant de dire ce que c'est? On l'entend parce que la manière dont les choses se sont passées, pour la première fois, les êtres humains, la plupart des êtres humains de cette planète, ont perdu pied. Ont eu l'impression que, ok, c'est mon corps, mais en fait, c'est plus mon corps. Il y a vraiment des métastructures qui ont décidé cette année de comment j'allais vivre. Absolument. Que ce soit pour mon bien ou pas. Et là, le mot souveraineté est revenu. Et là, c'est là où moi, je suis très contente que ça revienne. Donc, la souveraineté, qu'on le veuille ou non, je pense que dans les structures qui existent encore dont tu parles, c'est difficile de l'habiter pleinement, c'est-à-dire que on doit vivre encore d'une certaine façon, on doit quand même répondre à certaines choses. Si on le fait pas, on a encore vu un peu comme un petit sauvage, un délinquant, j'en sais rien, parfois même criminel, je sais pas. Même si parfois ça manque complètement de sens. Donc il y a là l'incohérence. C'est ça, mais c'est la force du logos occidental, c'est qu'on est en train de définir ce mot-là par rapport à l'histoire et par rapport à la philosophie. Comment veut-on se sentir, nous, individuellement? Un être souverain est capable de dire « Demain, je veux me réveiller comme ça ». Alors qu'aujourd'hui, on a les écrans jusqu'à on ne sait pas quelle heure, on a plein de problèmes, le travail qui pénètre comme ça nos vies à toute heure du jour et de la nuit. Non, la souveraineté, c'est de dire « Voilà, moi, je suis ça, je m'appelle comme ça, voilà de quoi est faite ma vie physique, mon mental commence et s'arrête là. » La spiritualité s'arrête, commence. Mais en fait, on ne peut pas vraiment l'arrêter. Elle englobe tout. Et puis... Qu'est-ce qui fait du sens pour moi? Qu'est-ce qui fait du sens, mais aussi pour moi, mais à un moment donné pour nous tous. Oui. Parce que c'est là où on parle du mot communion. Communion, même la religion, c'est relier. Il va falloir qu'on se relie les uns aux autres, sérieusement. On ne peut plus faire ça, dire « Oh, là-bas... » Il va falloir se relier, il va falloir que des êtres souverains se relient. Et il faut imaginer en fait que nous sommes des petits points en train de former un cercle. Les structures sont au milieu. Et bientôt, les cercles vont être reliés par une corde. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? La corde, à un moment donné, ça va tirer, puis ça va casser tout ce qui est au centre. C'est là où on est en fait. On se met les uns, et après ça va... Bon, je ne suis pas en train de faire un appel à la révolution. Mais d'ailleurs, non, mais de ce que j'entends, c'est un peu ça. Une révolution à partir de l'intérieur. C'est une révolution à partir de l'intérieur. Dans la bienveillance, dans la conscience du nous. Et plus juste du je, mais du je aussi par rapport à ce que toi, à apporter au nous. Par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de gens... Je sais même pas si tu es consciente de ça, en fait, de ce que tu représentes avec Pastel Fluo. Tu fais peut-être partie des seuls trucs pour lesquels les gens allument encore la télé pour regarder. Peut-être que le reste, ils regardent de moins en moins,
Parce que veux pas, tu as la place sur une macrostructure qui elle-même est en questionnement. Et donc, tu viens t'approprier, t'es un peu comme un virus en fait qui vient faire capoute le système et après tu vas le reprendre et tu vas voir que vous allez être plus de Joanie ou ceux qui étaient là vont devenir un peu plus comme toi. Ben, c'est que je pense, en fait, il y a plusieurs personnes qui ont actuellement cette espèce d'impression que la vie pourrait être autrement, mais qui manque de modèles, d'inspiration. Mais je trouve que présentement, on est comme attirés vers du vrai. Attirés vers une reconstruction différente de notre monde. Donc, moi, je suis pleine d'espoir, en fait, pour ce changement-là, parce que j'ai l'impression que cette force-là nous pousse, pour plusieurs, en fait, dans une même direction. Et je me rappelle plus le pourcentage, mais Rémi Tremblay de la Maison des leaders m'avait dit qu'un faible pourcentage peut vraiment faire basculer, parce que quand ça fait du sens, et actuellement, c'est ça, cette perte de sens-là, cette perte du goût de la vie même, hein, c'est ça. Il y a plusieurs personnes qui se sentent éteintes actuellement. Éteintes, trahies, ravagées. J'emploie des mots forts parce que Luxé, vous allez voir, on est une communauté assez nombreuse. Tous les jours, je reçois des messages de gens qui me disent « Rose, ce que tu partages a changé ma vie. Je pensais que j'aurais juste des produits de beauté. » Parce que, soit dit en passant, j'ai cette grande exigence aussi pour la science. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais c'est que, à un moment donné, même la science, elle est un peu arrivée au bout du bout. On est tout le temps en train de rechercher des molécules, des trucs, des machins. Mais à un moment donné, il faut dormir. Dors pour ta peau. Masse-toi. Fais attention à toi. Tu verras que avec les bons produits, ça va juste sublimer ta peau, en fait. Et cette science, et d'ailleurs, moi, je prédis, c'est ma grande prédiction, je ne sais pas comment le milieu scientifique, médical, se sortira de tout ce que nous avons vécu l'année dernière et que nous continuons de vivre. On parle beaucoup, à juste titre, des petites entreprises qui s'effondrent, mais je ne sais pas si toi, tu as eu le privilège d'avoir un souper en janvier-février 2020 avec des médecins qui n'étaient déjà pas d'accord à l'époque. C'est quand même incroyable. Et à la télé, ce combat que nous observons en fait entre eux, attention, on est peut-être en train de perdre la médecine et la science. On a eu le problème du Lancet Gate, la grande étude du Lancet qui en fait était complètement frauduleuse avec des données. Fait que ça c'est pareil, c'est un éléphant qu'on ne s'attendait pas à voir tomber. Moi la dernière, moi qui suis tellement scientifique, puis je vois ça avec un déchirement, je me dis, oh, j'espère que les gens écouteront encore un peu les médecins. Comment ça va renaître? Et c'est ces questions de sincérité qu'on est en train d'affronter en ce moment. Oui. On ne peut plus fuir. Oui. Puis, mais en même temps, c'est ça, on peut plus fuir. Et il y a tout ce qui est plus de l'ordre du vrai, de l'ordre du gros bon sens, commence à goûter un peu trop acide. Ah, exactement. Un peu trop amer. Ça passe plus, en fait. Ça ne croque plus, ça casse sous la dent. Et ça peut casser les dents. Pardon, mais ça devient indigeste. Ce n'est plus possible. Et je te dis, c'est pour ça qu'il faut imaginer des petits points comme ça qui forment un rond. Et bientôt, il y aura un trait qui va nous lier. Et puis là, ça va tirer. Et puis on va et c'est une nouvelle vision, hein, au lieu d'être dans la confrontation. Et si on pouvait s'élever ensemble. Mais je trouve que ce que tu fais avec Luxé, en fait, je trouve que Luxé vient créer des ponts avec tellement de choses qu'on a déjà parlé depuis dans les dernières, dans la conversation. Tu sais, Luxé, c'est des produits qui sont tes ingrédients, tu les prends avec conscience. C'est des bons ingrédients. Tu vas vraiment t'approvisionner. On s'approvisionne vraiment le mieux possible. J'ai aussi ce regard, je le répète, je m'intéresse à la science. On peut formuler des beurres comme ça, avec karité, huile d'olive, machin, mais
moi, j'ai eu des problèmes de peau. Oui. Vraiment, Ben, j'ai été sous médication. Voilà, j'ai été sous médication. Fait que, à un moment donné, je voulais aussi des produits qui fonctionnent. L'autre chose aussi, c'est que il y a un moment donné où la science a aussi ses limites. Exactement. Il faut arrêter les réponses absolument scientifiques tout le temps. À force de dire la science, oui, mais toi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que ton cœur dit? Ben, c'est ça, c'est que la crème, exactement. Une moment donné, la crème a ses limites. Oui, faut dormir. Et moi, j'aime ça la première fois que tu m'as massé, moi, je m'étais jamais fait masser le visage comme tu m'as massé. Puis même, j'ai une petite pensée pour toi, plusieurs fois par semaine, quand je prends le temps, parce que pour moi, maintenant, j'avais jamais vu ça comme ça, mais c'est un moment de pleine conscience maintenant. Oui. Quand je prends mon huile, que je me masse, et t'es dans mes pensées. C'est ça. Mais d'ailleurs, ta peau a changé. Pourtant, tu viens d'accoucher. Tu sais, il y a des petits changements hormonaux. On peut perdre du collagène. Mais je vois que ta peau est en pleine forme. Parce que tu te masses. Oui. J'insisterai un peu là, sur le Ah ben là, c'est ça. Non, mais, puis je le fais pas tous les jours, en toute honnêteté. Mais quand même, quelques fois par semaine. Mais au moins, c'est un moment d'arrêt. Puis je me dis, OK, là, c'est un moment vraiment, c'est ça, de pleine conscience, de me dire, est-ce que je suis bien, justement? Oui. Est-ce que je vais bien? Oui. Est-ce que d'être vraiment dans le corps, d'être dans la présence? Puis, je trouve ça beau parce que c'est comme si ton entreprise, elle est multidimensionnelle, justement. C'est au-delà du produit. Il le faut. C'est au-delà. Et je te dirais qu'en 2010, j'étais découragée par rapport à ça, parce qu'en fait, mes potions, je les faisais depuis que j'avais 15 ans. Oui. Et en 2010, c'était l'un de mes... Je crois que c'est le 3e voyage que je faisais au Cameroun à l'âge adulte. J'allais dans mon village, et là, je dis à mon oncle, qui est décédé là il y a un an, tonton Gilbert, je lui dis... Tonton, je suis vraiment perdue parce que là, j'ai un métier utile. Je travaille en santé publique. Je travaille à aider les gens. Oui, avant que tu ailles là, juste pour qu'on... Parce qu'on va juste tracer un peu le fil, OK? Juste pour que... parce qu'on se connaît, fait que des fois, c'est ça, là. Pour les gens qui ne te connaissent pas. Donc, tu es né en France. Oui, c'est ça. À l'âge de 7 ans, tes parents se sont dit, on veut aller... vraiment vous faire connaître vos racines, vous faire connaître autre chose. Ça vous a amené un autre regard de la vie. Puis j'aimerais ça qu'on revienne là-dessus aussi, ce que l'Afrique t'a apporté, parce que je trouve que dans cette notion-là aussi de diversité, c'est de reconnaître aussi tout ce que l'Afrique peut nous enseigner. Bien, l'Afrique, ou en tout cas, du moins, les autres cultures peuvent nous enseigner, qu'on a besoin d'entendre, nous, les Occidentaux, pour un bonheur plus profond. Mais ils ont besoin de vous entendre. Et on a aussi, besoin, hein. Exactement. Attention. Il faut s'élever ensemble, comme on dit. Leur parler, ce n'est pas les coloniser. Au contraire, on peut s'améliorer tous ensemble. Attention. Exactement. Non, je suis tout à fait d'accord, Rose, tout à fait. Puis on y reviendra là-dessus, parce que j'ai envie que tu nous... Moi, quand tu me parlais de ton Afrique, ça me faisait du bien à l'entendre, ça me faisait du bien à l'âme. Mais on y revient après. Sinon, on va encore s'éparpiller. Quand j'avais 12 ans, on est revenu en France. Et là, pour moi, ça a été un moment... Ça a été difficile parce que mes parents, avant d'aller au Cameroun, ont vendu leur maison en France pour pouvoir bien s'établir au Cameroun. Parce que, comme je te dis, là-bas, la vie est quand même dure, rude. Et aussi, mon père et mes parents, les deux, en fait, ont beaucoup de terrain, de choses. Ils pensaient vraiment faire des projets écologiques, alternatifs. Il était vraiment avant-gardiste. D'être vraiment précurseur, mais ça n'a pas marché à l'époque. Et c'est fou comment la vie est faite, parce que juste 15 ans plus tard, ça aurait pris. Ils auraient trouvé les bonnes ressources sur place, etc. Mais faire venir des gens de l'étranger et tout, si tu veux, la rentabilité ne s'est pas présentée suffisamment tôt. Ils ont tout épuisé là-dedans. Et retour en France, c'était vraiment difficile, parce qu'on s'est retrouvés dans les banlieues françaises, mais les pires, hein, où vraiment ça se passe pas très bien. J'ai eu beaucoup de stress et d'anxiété. Tu sais, il faut mettre des chaussures tout le temps, rien que des chaussures. Les villes en Occident sont très peuplées. Tout d'un coup, on a tout cet espace. Même si on est très tactile en Afrique, il y a quand même de l'espace. Il n'y a pas cette surpopulation des villes. Moi, ça me rendait un peu anxieuse. Là, j'y pensais il y a quelques jours, même le rapport aux adultes, à l'autorité, le non-respect des personnes âgées. Dans les premiers jours où je suis arrivée, une voiture a manqué d'écraser une vieille. C'est pas une scène qu'on peut voir dans mon village.
c'est vraiment... En fait, j'ai eu comme des micro-chocs comme ça, mais qui se sont accumulés jusqu'à un plus gros quand j'avais 14 ans. J'ai pas envie d'aller dans ce détail-là, mais une de mes amies qui a vécu une expérience absolument traumatisante dans ces quartiers terribles. Et puis là, je me suis dit, waouh. Et 2 semaines après, j'ai commencé à faire de l'eczéma. C'est comme... Moi, c'est comme ça que la peau a commencé à me titiller. Moi, je dis souvent que le corps réagit par rapport à ce qu'on peut vivre intérieurement. C'est ça. C'est ça, tu vivais dans les banlieues. C'était des banlieues parisiennes. Mais c'est ça, les banlieues parisiennes, défavorisées, qui sont très pauvres, beaucoup de violence. Logements insalubres. Les logements sont insalubres. Il y a les filles, je veux dire, il y a des scènes de violence sexuelle que une amie a vécu. Enfin, vraiment, c'est terrible. Terrible, je veux dire. Et c'est difficile de s'en sortir aussi. C'est très difficile de s'en sortir, je le dis souvent. Je pense pas que beaucoup d'entre vous qui m'écoutent ont eu l'opportunité de toucher une arme à feu à 13 ans. Je m'en suis pas servie, mais enfin, comme ça. C'était une réalité qui était là. C'est ça, puis c'est pas une arme à feu pour aller tuer des bêtes, hein, des animaux. J'en avais touché ça au Cameroun. Non, c'est pour aller tuer d'autres personnes ou se défendre. Ce n'est pas normal. Or, c'est la réalité de beaucoup de gens. Et moi, dans ces milieux-là, si tu veux, il y avait aussi, c'est vrai, je dois le dire, l'influence de beaucoup de ces groupes politiques activistes qui ont nourri énormément de colère chez moi. Une femme comme toi, je la détestais parce que je pensais que tu étais mon oppresseuse, que tu m'opprimais, que j'étais ici à cause de toi, Joanie, et toutes les autres comme toi. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah oui. Et sauf que... Non, à un moment donné, c'est ça, 2009, je suis rentrée au village. Je suis retournée au village pendant 1 mois, Cameroun. J'ai pas fait que le village, mais je suis beaucoup restée au village. Toute seule. J'ai dit à mon père, je veux aller au Cameroun. Entre-temps, l'acné s'était pointé sur la peau. Ouais, et puis je la cachais à un moment donné, c'était plus le maquillage, c'était plus des routines de peau compliquées, c'était carrément... tu me dis, tu es en train de me dire que les crèmes, là, miracles, ils fonctionnaient pas, finalement? Non, elles fonctionnaient pas beaucoup. Non! Mais c'est pas vrai, ce qu'on me dit! Elles fonctionnaient pas beaucoup, mais pour être honnête, à un moment donné, elles ont fonctionné parce que je suis allée aussi dans l'extrême. OK. Tu sais, par exemple, les exfoliants très exfoliants. Okay. À un moment donné, même ta flore cutanée, tout le microbiome à la surface de ta peau, vachement fragilisé, se détruit. J'ai mis des années à faire revenir ça sans que ma peau soit en constant état d'inflammation. Mais à un moment donné, toutes ces inflammations, je suis comme, ok, ça va, faut que je parte. Il y a quelque chose de plus profond. Ouais, il y a quelque chose de plus profond, puis je pense que je vais aller trouver des réponses dans mon village. J'ai commencé à retourner dans mon village, petit à petit. J'ai fait plusieurs voyages. Mon père était choqué la première fois. Il m'a dit, comment tu peux aller au Cameroun alors qu'on n'y est pas? Il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Puis une fois de plus, moi, j'ai quand même beaucoup de gens qui sont restés dans les villages dans ma famille. Il y a des gens urbains, des gens qui sont très aisés. Ils se préoccupaient de notre sécurité, de notre sûreté. Mais quand même, j'ai dit, papa, je dois y aller. Je dois y aller. Puis c'est là où j'ai commencé à poser des questions. J'ai commencé vraiment à m'intéresser à beaucoup de choses. J'ai la chance ou le malheur, ou je sais rien, d'avoir même eu des ancêtres esclaves, des ancêtres qui ont été esclavagistes, hein, qui ont vendu des esclaves. Donc j'ai posé des questions aux gens dans ma famille sur ces choses-là. J'ai mené des enquêtes qui m'ont mené même jusqu'en Allemagne. Donc après ça, moi, on ne peut plus venir me raconter d'histoire. La colonisation, toutes ces vagues d'immigration, tout. Tu t'es comme intéressée à la souffrance. À la source de ma souffrance comme être humain. Et je me suis défait de tous ces narratifs que j'appelle pervers, qui m'ont fait sentir comme une moins que rien, qui m'ont complètement... Non, je refuse. Et puis là, donc, de retour dans mes cités en France, j'en parle aux activistes, jusqu'à en parler à une personne qui aujourd'hui, je pense, a une très très belle carrière politique. Hein. À l'époque, elle n'était rien, mais... Puis elle me dit, qu'est-ce que tu crois, Rose ? Les responsables, tout ça, on le sait, on sait tout ça. Mais c'est comme ça. Au moins, tu as du charisme.
tu pourras au moins nous représenter, mais tu pourras pas parler de tout ce que tu sais. Je suis comme, oh, bah, non. Non, c'est pour ça que moi j'ai décroché, puis je crois 1 an plus tard, j'étais au Québec. C'est ça qui m'a fait quitter la France, en fait. Et même ici au Québec, j'ai encore parlé de ça il y a 5 ans. Puis on m'a dit, mais au moins on peut s'asseoir à la table, Rose. On peut pas tout dire. Là, je dis non, mais non. Oui, mais ce temps-là, je crois, avec ce qui s'est passé aussi avec la pandémie, j'ai l'impression qu'il y a une ouverture qui n'était pas là. Tranquillement, Alors, tranquillement, tranquillement, petit à petit, je m'en méfie, tu sais, beaucoup de stars noires, même aux États-Unis en ont parlé. Quand on va vraiment sur les sources, les causes du problème, tu sais, c'est pas facile, Joanie. On en parle, après ça, ils se font tasser, hein, on n'en parle plus. Mais c'est que le problème est tellement... tu sais, tantôt, on parlait de, Oui. de la grande pauvreté, de l'impact de notre dollar qui vient faire en sorte que, justement, ils peuvent pas décoloniser, mais que les gens quittent les villages. Donc, le problème est à tellement d'endroits. La reconnaissance aussi de la valeur et de la richesse de la diversité. Tu sais, je trouve que il y a tellement de ramifications, en fait. Il y a tellement de ramifications. Mais d'où l'importance d'en parler. Mais je trouve, en tout cas, peut-être que je suis dans une bulle aussi, là, mais... non, t'es pas dans une bulle parce que je suis là. Au contraire. Mais j'ai l'impression qu'il y a une oreille qui est au moins à l'écoute. Oui, non, tu n'es pas une oreille à l'écoute. Tu es là. Tu me tiens la main et tu acceptes que je te tienne la main à ma façon. Je crois que tu es une personne, je sais que aussi les narratifs te disant que tu es une femme blanche qui me domine ou quoi, je pense que tout ça aussi est en train de tomber. Ah, ouais. Je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui vont vraiment comprendre que tout ça c'est terminé. Il va falloir qu'on s'attaque au... Je dis pas que ça c'est pas des vrais problèmes parce que moi j'en ai souffert. Puis j'étais convaincue que c'était des vrais problèmes. Ouais. Mais là, il va falloir qu'on s'attaque au cœur des choses. Le combat ne fait que commencer. Et avoir le plus d'indépendance, de souveraineté, de vérité, se laisser infuser par la vérité va nous aider. Et c'est ce qui m'amène à ce que m'a dit mon oncle Gilbert en 2010, un de mes voyages au Cameroun, un de mes premiers voyages en tant qu'adulte. Je lui ai dit, mais moi je travaille en santé publique, tonton, j'ai l'impression que c'est vraiment ça que je dois faire, c'est utile à la vie, aux gens, à la population. Gestionnaire, c'est ça, j'étais gestionnaire. Mm. Puis il me dit, oui, mais qu'est-ce que tu aimes faire? J'ai dit, mais les produits, j'adore les soins de la peau, j'adore les massages. Tu sais, je faisais déjà des formations en esthétique. C'est ça que je voulais. Vraiment, ça me fascinait au-delà du côté... Parce que souvent, je massais les gens, même pendant les formations, les gens trouvaient, mais elle a des mains. Ou alors mes mentors qui disaient, mais c'est pas possible, cette fille, elle a vraiment un talent. Et ça me portait, ça m'animait. Mais ton talent, oui, mais tu as une intention. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Ouais. Tu avais une intention, je ressentais l'Afrique même, dans ta façon de... Puis je me rappelle, la première chose, tu m'as mis la tête là, dans un bol d'eau avec des feuilles de bananier. De bananier. Puis là, j'avais l'impression de me sentir dans un petit village. Oui, mais on n'oublie pas. C'est parce que c'est prenant. Oui, puis tu crées ce lien-là. En fait, tu sais, quand on dit c'est main dans la main qu'on va changer des choses, ben, je trouve que tu l'incarnes bien. Tu crées des produits qui sont luxueux, on va se le dire, qui sont dans la c'est luxuriant. C'est luxuriant, voilà. C'était l'abondance, en fait. Et on le ressent dans ces produits-là. Et j'ai dit à mon oncle, je suis inutile. Il me dit, attends Rose, tu me dis que tu fais des produits. Il dit les petites... Donc il me montre comme sa femme, il part dans la cahuche, il me montre des petits mélanges qu'ils ont. Il dit, mais Rose, c'est un pouvoir inouï. Ça veut dire que, comme l'héritière d'un très très grand groupe de cosmétiques que je ne citerai pas avait dit, ça veut dire que ça peut aller dans les maisons de tout le monde, dans le monde entier, avec tout ce que tu as dans le cœur. Mais Rose, mais pourquoi tu hésites encore? Tu peux changer le monde comme ça. Ah ouais, c'est vrai. Ça m'a pris 3 ans, 4 ans après, mais j'ai fait la transition vers ce que je fais aujourd'hui. Oui. Et il a dit, et que personne, plus jamais, ne te décourage de faire ça. Parmi tous tes grands cousins,
cousines qui sont là-bas en France, tu es la première à être revenue ici au village, à nous aider, à nous écouter, à poser des questions, à t'imprégner de ce qu'on t'a même appris ici Exact. quand tu étais petite et à vouloir l'amener dans le monde entier. Exactement, d'amener ces connaissances-là, d'amener cette richesse-là. Oui, parce et qu'ils créer un reconnaissaient pont. que je revienne. Oui. Parce que mes cousins ne reviennent pas, mais je ne les juge pas, ils ont des belles carrières, des grandes carrières, ils sont bien un peu partout dans le monde. Puis toi, t'es revenu. Et c'est pareil, là, quand il y avait, à un moment donné, il y a 4 ans, des problèmes d'appropriation culturelle, beaucoup dans l'espace médiatique occidental, je leur ai parlé de ça, ils m'ont dit, non mais attends, Rose, ces gens sont tellement prédateurs, apportent tout ce que nous avons de chez nous, chez eux, si ça peut adoucir leur cœur. Peu importe comment ils vont, on va prier pour toi, ça ira bien. L'essentiel, c'est qu'ils soient plus humains. Parce qu'il y a par exemple des interactions auxquelles les gens qui nous écoutent ne sont pas conscients. Ces gens-là font face des fois à toutes ces... Oui, la prédation des laboratoires pharmaceutiques qui viennent dans les forêts, leur posent des questions sur c'est quoi telle plante, c'est quoi ça. Puis après, ils le prennent, ils s'en vont faire des milliards. Et ils ne leur redonnent jamais rien. C'est ça. Il y a comme un manque de reconnaissance. Il y a un manque de reconnaissance. Ils voient comment leur habitat est dévasté par toutes sortes de cultures, d'exploitation des ressources sur place. Alors pour eux, au contraire, ils ont l'espoir que ce que je partage de notre culture va changer le monde. Leur parler d'appropriation culturelle, c'est une hérésie complète. Exactement. Ben, d'où, tu sais, tantôt quand on disait où est-ce qu'on investit nos dollars, mais justement, si on décide plutôt que de les investir dans des grandes compagnies qui viennent extirper les ressources, non seulement de la terre, mais les ressources humaines aussi, parce que tu viens chercher le savoir, tu repars avec, tu fais de l'argent et tu t'en fous, tu es déconnecté de cet humain-là. C'est ça, non. Mais toi, ce que tu fais, tu viens créer un pont, tu viens unifier, tu viens chercher ce savoir-là et tu viens leur redonner même le fait que chacun de tes produits, ça porte le nom de quelqu'un qui est cher à tes yeux. Oui. Donc, tu as toute cette reconnaissance-là, cette bienveillance, ce respect profond de l'autre et ce désir de se tenir main dans la main. Ce désir de se tenir main dans la main, de se soutenir. Si tu tombes, je suis là, Joanie, je te rattrape. Oui. Si je tombe, je sais que tu es là et que tu peux me rattraper. S'il y a des moments où j'ai peut-être besoin de reprendre mon souffle, de marcher plus lentement, mais tu sens qu'il y a un danger qui arrive, tu vas venir m'aider à accélérer le pas à ces moments clés-là. Et tu sais que je suis là pour toi pour la même chose. Et chacun dans nos forces. Chacune dans nos forces, avec nos faiblesses inhérentes, qu'on essaye aussi d'améliorer, d'amenuire. C'est un peu ça aussi notre réalité d'humain, c'est s'améliorer en permanence. Et je veux que les gens qui nous écoutent fassent la même chose. Soyez conscients de ce que vous encouragez, ou pas. Moi, il y a des choses, j'enlève maintenant mes forces. J'enlève mes dollars. J'enlève mes intentions j'enlève mon attention de ces choses-là. Je la reporte au contraire sur ce qui, pour moi, a de la profondeur, du sens, de la valeur, mais au-delà de l'argent, c'est-à-dire qui nous élève, qui nous rend... Et en ce moment, par exemple, j'adore, tu sais, j'écris beaucoup de textes, même sur les réseaux sociaux. Je me dis, oh, tu devrais écrire un livre. C'est que non. Bon, j'ai déjà un métier, mais je partage tous ces mots-là aussi pour élever les consciences à travers le verbe, la parole, qui peut être tellement divine, sacrée, élévatrice. Il faut le faire. Et ça passe aussi par là, je crois, d'oser parler, d'oser notre voix. Notre voix... Oser porter V-O-I-X, mais V-O-I-E. Oui, c'est ça. Je veux voir votre expression à tous qui nous écoutez. On veut la voir. On a besoin de voir émerger la beauté que vous savez faire. On a besoin de ressentir le bon que vous pouvez apporter. On a besoin de tout ça plus que jamais. Ben, c'est comme ça que le changement va se faire. Exactement. Dans une nouvelle énergie, dans une énergie beaucoup plus pleine d'amour. En fait, puis ça aussi, je trouve ça beau. Je me rappelle, on avait fait une conférence au même événement. Et tu me disais, tu avais dit une phrase, là, puis j'avais trouvé ça tellement beau. Tu avais dit, on peut être une entrepreneur, puis parler d'amour, parler de bienveillance.
Parler de pleine conscience. C'est ça. C'est sûr que le développement sera un peu plus lent, mais il est là. Et vous aurez à chaque fois besoin de juste ce qu'il vous faut pour continuer avec votre bâton de pèlerin d'avancer. C'est promis, n'en doutez pas. C'est ce que je dis tout le temps aux gens. C'est sûr qu'il y a des moments où on a une grosse accélération, il y a des moments où ça ralentit, mais globalement quand même, ça avance, ça avance, ça avance, ça avance. Mais j'ai beaucoup de joie en ce moment, parce que je sais que mon fils grandira dans un monde différent de la dystopie dans laquelle j'ai grandi. Parce que j'étais en Occident, j'avais cette abondance matérielle, mais je parle vraiment de dystopie parce que beaucoup de choses étaient à l'envers. Tous ces petits plaisirs éphémères, notre vie qui s'est retrouvée beaucoup digitalisée rapidement, tout ce que tu sais, tout ce que les gens qui nous écoutent savent, c'est apparu comme ça. Mais étions-nous vraiment heureux? Je suis pas certaine. Je suis pas certaine. Ben, ça revient à la petite phrase du début. Oui. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je me regarde dans le miroir. Est-ce que je suis bien? Et moi, c'est pour ça aujourd'hui, quand je me réveille le matin, sans prétention, la plupart du temps, 90% du temps aujourd'hui, je vais bien. Parce que même les messages absolument alarmistes que ma peau m'envoyait me disaient que j'étais pas bien. Et c'est vrai. C'était de l'information. C'était de l'information qu'elle m'envoyait. Alors, je vais bien la plupart du temps. Et je m'assure de faire en sorte que les autres aillent bien. C'est ma mission de vie. Et l'objectif, c'est d'aller encore mieux. Et d'encourager les autres à aller encore mieux. Oui. C'est ça. Mais justement, je trouve que à travers l'entrepreneuriat, tu as ce message-là qui est beaucoup plus profond, hein, Oui. qu'un produit, qui est Oui. spirituel, puis Oui. qui est directement lié à ce que tes racines t'ont donné, t'ont partagé, ce transfert de connaissances, ce transfert d'une philosophie de vie aussi. C'est ça. Et je crois que tes produits, on sent qu'il y a comme une âme. Quand on sent le luxé, quand on les met sur notre peau, et tu dis souvent même que c'est chargé d'intention. Tu médites en faisant tes produits, Oui. et tout ça, je trouve... En silence. Je produis beaucoup en silence. Je produis souvent avec de la musique classique ou même des tâches anodines comme coller des étiquettes, mettre dans des boîtes. Et à ces moments-là, j'essaye de mon mieux d'envoyer des colis remplis d'amour, remplis de bonnes attentions et de belles intentions. Parce que je sais qu'aujourd'hui, dans des sociétés où nous avons tout, ça dont je parle, les gens en ont besoin. Et ils le ressentent la plupart du temps. C'est ce que je m'en allais dire, ça se ressent. Puis tu vois, je fais un parallèle avec Pastel Fluo. Tu sais, les documentaires de Pastel Fluo, d'avoir juste écouté ma raison ou ma tête, ben là, il fallait sortir le documentaire 6 mois plus tard. Ben non, mon documentaire, je prenais toujours le temps, avant chaque fois que je scénarise, je médite pour vraiment ressentir qu'est-ce que ce documentaire-là veut partager, qu'est-ce qu'il veut véhiculer. Pour moi, c'était comme c'était sacré. Chaque documentaire était sacré, puis moi, je mettais mes talents au service de ça, mais je l'infusais. Je l'infusais d'une intention, puis les gens souvent me disent, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais quand on écoute du Pastel Fluo, c'est infusé, on se sent transporté, on le sent, cette vibration-là, cette intention-là, cette attention-là portée dans l'amour, en fait. C'est ça. Et il le faut. Plus que jamais, on en a besoin. Tu sais, puis souvent, il y a des femmes on a vraiment 3 types de clientèle. Tu sais, les personnes qui ont beaucoup d'inflammation, des peaux très réactives, puis les personnes aussi qui font des boutons, beaucoup d'inflammation localisée comme ça, et puis les peaux matures. Tu sais, les peaux très sèches, ou les peaux vraiment ternes, très déshydratées. Puis souvent, ce qu'elles me disent, c'est que c'est la première fois que j'ai des produits qui m'apportent du confort. Je l'hydrate le matin, je la nettoie, je l'hydrate, et elle est belle.
Je me masse, les gens trouvent, mais qu'est-ce que tu as fait, Ginette, Guylaine, Julie, j'en sais rien. Parce que c'est des peaux qui vieillissaient à vue d'œil. C'est parce que oui, il y a la formule doit répondre quand même à ce que la peau attend. Tu sais, la peau, elle parle un langage scientifique quand même avec ce qu'on lui applique dessus. Mais après ça, il y a les gestes, le rituel. Et après ça, elle est consciente de la philosophie que nous apportons entre ses mains. Et ça, c'est précieux. On ne peut pas faire semblant. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas. On ne peut pas dire c'est là ou c'est pas là. Ouais. Et c'est ça qui fait grandir. Nous-mêmes, en temps de pandémie, on a... c'est-à-dire qu'en temps tu vois, tout était restreint, tout était compliqué et tout. Notre entreprise allait quand même bien. Elle a quand même progressé, ça allait bien, malgré tous les défis humains que nous avons eus. Même si aujourd'hui, où je sens que je me pose des questions moi-même. Tu sais, ça ne me met pas à l'abri de questions. Mais c'est important de s'en poser. On a travaillé fort, très, 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 très fort. Et là, au bout d'un an presque, nous sommes un peu fatigués. Parce qu'on n'avait pas autant de personnel que d'habitude. Tout reposait sur nous. À l'époque, j'avais un petit bébé d'à peine 1 an dans les pattes, en mars dernier. Aujourd'hui, il a 1 an et demi. C'est dur quand même. Alors je me dis, tout ça, il faut qu'on sache pourquoi on l'a fait. Ouais. Tu vois, il va falloir accoucher de ce monde-là. Donc je suis super contente d'être heureuse aujourd'hui. C'est la première fois que je me sens aussi bien de parler comme ça. Merci pour cet accueil. Ben, mon Dieu, Rose, mais puis quand tu dis pourquoi on le fait, quand on a un pourquoi qui est plein de sens pour soi, ces moments-là, parce qu'être entrepreneur, là, c'est pas toujours facile. Non. Ces moments-là où c'est plus difficile, c'est comme s'il y a une force invisible qui nous porte, hein, qui nous soutient, qui nous permet de faire un pas devant l'autre dans une direction qui est juste pour nous. J'aimerais que tu me parles de ce partage-là de connaissances, ce partage-là de la philosophie que t'imprègnes, que tu véhicules, que tu partages à travers l'UQC, justement, qui vient de tes racines. Qu'est-ce que cette Afrique-là t'a permis de guérir à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que cette Afrique-là t'a permis de... Qu'est-ce que tu aimerais transmettre, en fait, aux Occidentaux, de tout ce que tu as été? Oui, de se taire et d'écouter, et de s'écouter. On est extrêmement prolifique avec nos mots en Occident. Nous sommes souvent pleins d'arrogance et d'insolence. On parle vraiment beaucoup, vraiment beaucoup trop. Et il y a des moments où c'est vrai en Afrique, quand on y retourne, surtout dans les villages, on vous remet à votre place. Surtout quand j'y retournais, je crois que j'avais à peine une 20aine d'années, tu t'assois ici et tu écoutes les sages parler. Et tu t'imprègnes de sagesse. Si nous écoutions vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de nous, vraiment ce qu'il y a autour de nous, les personnes autour de nous, les animaux autour de nous, la nature autour de nous, pour après émettre des choses beaucoup plus belles qui font du bien, qui élèvent tout le monde et tout, mais on aurait un monde complètement différent. C'est de ralentir. Je vais même vous donner une image un peu choquante, mais c'est arrivé parce que j'étais d'une arrogance, c'est vrai. Mon premier voyage au Cameroun, je suis arrivée dans le village, donc là, ça c'était du côté de ma mère, et en fait, j'allais comme ça de partout, j'arrêtais pas de ah ben là, il faudrait faire ça, ici, mais pourquoi la peinture est pas refaite, et là, et là, et là. Et puis là, un de mes oncles a dit, ok, il faut asseoir un peu cette fille-là, je pense qu'elle a un petit problème. Et il a dit, ok, il appelle un de mes... En fait, c'est un oncle, hein, mais il est jeune, il est plus jeune que moi, mais c'est un oncle quand même. Et, ok, tue un poulet devant elle. Je suis vraiment désolée pour la vie de ce poulet. En plus, à l'époque, je mangeais pas de viande, même aujourd'hui, pas vraiment, mais je lui dis... Et ils ont tué le poulet... Et il dit, tu vois, quand on tue un poulet, il court tout seul, la tête. Tu vois, parce que il dit, c'est toi. T'as pas de tête, mais tu cours partout, tu ne sais pas où tu vas. Tais-toi et assieds-toi. Ils ont en fait cette puissance dans l'imagerie des fois
dans te montrer parfois des choses, même plein d'expériences, des histoires comme ça, je peux t'en raconter des centaines. Et je trouve que en peu de mots. Peu de mots, Mais peu de démonstrations, et je peux le te message dire que les 5 ans qui ont suivi, je me suis tue. Je suis pas devenue timide, mais je suis revenue un peu à l'intérieur parce que cette image m'avait tellement frappée et c'était si vrai, c'était tellement vrai. Et je crois même que je serais pas l'ambassadrice de ma culture Bassa sans ça, parce que au Cameroun, je suis Bassa particulièrement. C'est des gens un peu sauvages, vraiment dans la forêt. Ceux qui vont en ville, bon, il y en a, mais ceux qui restent, ils restent. C'est l'un des seuls peuples au Cameroun dont la forêt n'a pas été touchée, altérée. Ils se sont battus pendant la guerre de décolonisation contre l'armée camerounaise. Ils ont gardé leur position. Donc aujourd'hui, c'est vrai, l'urbanisation pousse, mais nos forêts sont pas mal intactes. Elles sont pas mal gardées encore, parce que c'est des gens attachés à leurs racines, à leur environnement. Du moins, ils essayent, mais il y a ce mouvement capitaliste qui est un peu irrésistible. Les choses ont beaucoup changé là. Quand je suis retournée en 2019, ça m'a beaucoup marqué par rapport à 2009 et jusqu'à 2012 où j'y allais. Mais c'est des gens vraiment, on s'assoit, on écoute et on s'imprègne. Il y a aussi toute cette relation du mentorat. Moi, quand j'étais petite, j'étais très proche des guérisseuses qui m'ont appris beaucoup de choses. Et puis, on respecte l'autorité. Moi, quand je vois une vieille maman, même ici au Québec, dans la rue, qui a du mal à traverser, je l'aide, je l'écoute. Et c'est toujours un moment même où, comme on dit chez nous, tu reçois des bénédictions. C'est-à-dire, parce qu'on va dire non, elle conduit lentement, elle marche lentement, mais c'est qu'elle porte le poids de sa vie avec elle. Et ce poids, il est même là pour être partagé avec nous, parce que dans ce poids, il y a des belles choses à nous donner. Donc quand tu aides une vieille maman comme ça, quand tu respectes le rythme auquel elle marche, au rythme auquel elle conduit, parce qu'elle est un peu maladroite, mais tu la respectes en fait. Tu l'honores. Tu l'honores et tu honores tes ancêtres avant, qui étaient là. Et tu t'honores même toi, parce qu'un jour, ça sera toi qui sera cette personne-là dans quelques années. Si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu te détestes profondément. Donc moi, c'est pour ça, quand je vois des blancs en ce moment qui me disent « Oh, je ne m'aime pas pour les souffrances que je t'inflige en toi en tant que... » J'ai dit « Mais pour que ça s'arrête, tu dois t'aimer. Tu dois même arrêter de dire ça. » T'as tellement raison. Tout part d'ici, de l'amour de soi. Ici, à l'intérieur de vous. Là-dedans. Sinon, nous sommes perdus. Autrement, nous sommes perdus et or, il va falloir se retrouver. C'est urgent. C'est urgent. Si on ne le fait pas, mais je sais qu'on va le faire. Je suis ici pour ça. On est dans un retour vers ça. C'est ça, je suis ici pour ça. Tu sais, avant, parce que ce que je dis aujourd'hui, c'est politiquement, ça a quand même une teneur. Une personne comme moi, au départ, j'étais formée pour être une arme de guerre. Je devrais me retrouver dans la tranchée qui encourage à l'affrontement généralisé. Mais je suis sortie de ça. Je mène la guerre autrement. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis consciente que ce que je fais a un sens. Je sais que mes mots ont un sens. Mais on n'a plus le choix. Voici où nous sommes arrivés. Oui. Il y a 2 fronts. Puis je pense que toi et moi, on fait partie d'un certain front. J'espère que les personnes qui nous écoutent sont avec nous sur ce front-là. Le front de l'amour, de la bienveillance. Le front de l'harmonie. Parce que on n'est pas toujours en amour, on n'est pas toujours bienveillant, mais c'est vrai quand même qu'il faut chercher l'harmonie. Parce que dans nos différences, ça doit quand même être harmonieux. Je suis d'accord avec toi, mais je crois qu'on est au carrefour. Va-t-on sur l'harmonie ou continuons-nous dans la dystopie? Et moi, je veux faire gagner l'harmonie avec tout mon bagage culturel, tout cet apport. Tu vois, moi, je viens cette culture où on se touche, où on est bienveillant envers soi, on
voilà, on est généreux avec les autres, on accepte que certaines personnes soient à un certain niveau, puis d'autres à un autre. Et là, on s'accompagne, on se soutient, on se porte. C'est ça la force aussi des communautés. Oui. Mais c'est envahissant, hein, parce que ça m'a fait tout bizarre quand je suis retournée en 2019, me faire toucher comme ça de nouveau au village. Comment ça va, Rose? On peut pas te dire comment ça va à distance, on te touche. Oui. Des cultures très... Le palper, le toucher très 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 fort. Alors, c'est ça. Ouais. Toute la conscience de... Étant, tu sais, vu la souffrance, il y a comme toute la relation, tu m'avais déjà dit, tu sais, la relation à la mort est complètement différente. La relation à la mort est totalement différente. La mort, comme je te dis, la plupart du temps, on la voit arriver. Quand on la voit pas arriver, bah, c'est le fardeau infectieux, hein, les maladies infectieuses qui terrassent, qui tuent beaucoup. Il y a la mort prénatale, beaucoup, parce qu'on accouche, on vit des grossesses dans des situations vraiment très pauvres, de pauvreté en fait. Mais quand la mort survient, surtout, ça arrive surtout avec les adultes, c'est vrai que c'est quand même un moment de fête. Tout le monde apporte, moi je vais apporter un cochon, l'autre va apporter une vipère, l'autre va apporter un cajot de bière. Les gens prennent soin. Les gens prennent soin les uns des autres. On n'est jamais seul. Moi, quand mon grand-père est décédé il y a 3 ans, ma mère a dû 1200 personnes qui se sont déplacées de tous les villages autour, de beaucoup de... c'est énorme dans un petit village qui, normalement, a 100 personnes à tout casser. Et ça, je trouve que c'est un bel héritage que l'Afrique nous donne, parce qu'ici, on veut tout porter le poids sur nos épaules. Oui, moi ici, les deuils, je suis pas au courant quand quelqu'un est mort. On me dit que non, mais c'était trop difficile, je voulais pas communiquer. Puis j'avais dit une fois à une amie, mais comment as-tu pu porter ton mort tout seul? Oui. Chez nous, ça ne se fait pas. Elle dit, oui, mais t'es au Québec. Je dis, mais faut que t'arrêtes de faire Québec, parce que ça fait 6 mois que j'entends pas parler de toi, que tu reviens pas vers moi, parce que tu es enfermé là-dedans. Ouais. Au contraire, partage avec moi ton fardeau. Oui. Je veux pas te camerouniser, je veux pas te coloniser. Je vais t'élever, je veux t'élever, je veux te soutenir. Mm. La prochaine fois, dis-le. Puis comment je peux en parler avec nos autres amis? Et depuis, tu vois, malheureusement, l'une de nous a perdu quelqu'un, mais on était là pour elle. Oui, et ça fait toute la différence. Voilà. Moi, je me rappelle quand j'ai perdu Thomas et Nélia, mais il y avait tellement de monde autour de nous qui nous faisait des petits plats, qui nous cuisinait. Et ça, là, l'amour autour de nous, là, le support, là, et le fait que j'acceptais que là, j'étais dans un état où je recevais. Là, c'était pas à moi là, de prendre soin des autres. Là, j'étais dans un moment où c'était les autres qui prenaient soin de moi. Ça m'a tellement... ça m'a permis de vivre mon deuil, en fait, de le vivre pleinement. Ça change tout et c'est tellement précieux, en fait. La communion, le support, la solidarité. J'ai une dernière question, Rose, Mais oui. parce que ça tire à sa fin. Mais oui. C'est la question que je pose à tout le monde. Il y a une grande quête de sens actuellement. Tu l'as vécu dans ta vie. Quand t'étais, on n'en a pas beaucoup parlé, mais quand tu étais en soins infirmiers, juste pour résumer, à un moment, tu as eu justement, tu as été voir ton oncle, qui t'a partagé ça, et là, tu as dit, je démissionne. Au même moment, ton mari, Taurine, a eu le cancer. C'était avant. C'était avant? C'était avant. Okay. Mais justement, qu'est-ce qui nous a fait changer? C'est qu'ils nous ont annoncé à un moment donné sa rémission totale, que là, il n'y a plus rien, et plus rien ne risque de se passer tant qu'il fait ses suivis, prend son traitement de substitution, bref, cancer de la thyroïde et tout. Mais il se sentait très très mal. Il dit, ah bon, je suis guérie? Je suis tellement mal. Puis moi, j'étais tellement mal dans mon travail, dans mon corps, ma peau, tout. Ah non, ça marche pas. C'est un monde, il te dit, c'est pour ça que je dis qu'on vivait dans une dystopie. Quelqu'un comme ça, on lui dit que non, tout va bien, vos signes, tout est au vert. Mais en fait, profondément, ça l'allait pas. Mais le matin, il se réveille, il est crevé, fatigué, il n'arrive pas à finir un plat de nourriture. Moi-même, ça ne va pas au niveau de mon bien-être, ma santé, je suis constamment épuisée, pas bien, je draine des pensées pas belles. Enfin... Et là, tu as pris la décision. Oh, c'est terminé. C'est terminé. Je quitte le réseau de la santé. C'est ça. Je m'occupe de mon chum. Mais on s'est retrouvés sans abri,
c'est ça, je me rappelle, en fait, tu couchais dans une voiture. C'est ça, voilà. Et t'es partie de rien. Oui. Et moi, ma question, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de monde actuellement qui se sentent un peu avec ce vide-là, ce besoin de vivre différemment, mais non, rien, comme nous. Mais qui ne voient pas, c'est pas clair, un manque de clarté. Et toi, t'es passé par là et t'as même, écoute, là, t'avais plus de toit sur tes épaules, tu couchais dans ton char. Oui. C'est ça la réalité. J'ai envie de savoir, comme dernière question, qu'est-ce que tu voudrais transmettre à ces personnes-là? Est-ce que c'est quelque chose que toi, t'as fait du bien? Est-ce que c'est... Je sais pas, j'ai envie de savoir qu'est-ce que tu aimerais transmettre à ces personnes-là qui sont là, à ce moment-ci de leur vie où ils sentent que c'est un moment de pivot, mais qui voient pas clair, qui ont envie de participer au changement, mais ils savent pas comment. Vous n'êtes pas seul. Parlez. Moi, c'est ça qui nous a tirés de la rue au bout de quelques jours. Parce que j'ai parlé. J'avais gardé mon abonnement Fido. C'est l'un des seuls trucs que je payais encore. Puis, parler, un petit texto à une amie qui nous a hébergés. Puis après, on a repris, on a eu un local pour pouvoir produire. Et après, en fait, il faut parler. Demander de l'aide. Demander de l'aide. Parce qu'au début, c'est ça, vos investisseurs, c'est l'aide de l'univers. Franchement, il n'y a pas un autre... Et justement, c'est ce que je dis, nous sommes des sociétés hyper mentales où on cherche comment moi tout seul, je vais être le prochain Mark Zuckerberg à 30 ans, être milliardaire dans ma petite tête, avoir des idées de génie. Et ça marche pas, ça, c'est dans la vraie vie. Il faut demander de l'aide. C'est ensemble qu'on va s'élever. C'est sûr qu'il y a des gens qui m'ont dit que ils peuvent pas m'aider au début, c'était amer d'avoir ces refus-là. Mais aujourd'hui, où je suis dans une position où je suis capable aussi des fois de tendre la main et d'aider, je comprends qu'il y a des fois, il faut dire non, parce que je ne sais pas du tout faire ce qu'elle fait. Par contre, ce que je fais, c'est que je redirige. Voilà. Et puis quand c'est mon domaine, ou c'est une expérience que je connais, que je comprends, mon Dieu, mais je tends la main, j'ouvre les bras et j'aide. C'est tellement une belle... Ça revient à la boucle de tendre les mains, de s'élever ensemble. C'est ça qu'il faut faire. De tendre les mains, j'adore ça, moi, l'idée de... Oui. Soyons main dans la main. C'est ça, surtout ensemble. Que nous sommes dans des sociétés hyper normatives avec beaucoup de règlements, de normes, de restrictions. Parfois, il y a de l'information légale en tout genre, financière, sociale, économique, qui vous échappe. Demandez de l'aide. Des fois, ces réponses-là vous font économiser un 10 000 $ que vous auriez payé, qu'il ne faut pas payer. À vouloir tout porter le fardeau. Exactement, peut-être qu'il faut juste aller voir le spécialiste qui, lui, vous coûte que 1 000 $, qui va faire toute la démarche pour vous, et puis là, c'est waouh, c'est fait. Oui, et en demandant d'aide, peut-être que c'est un mot qui va faire la différence, un conseil qui va vous amener vers une nouvelle perspective. Vous pouvez aussi, si vous voulez, sortir des grands groupes, parce qu'il y a aussi les gens qui ont les moyens, qui ont des compétences, et qui se disent, ok, mais si je vais travailler, par exemple, dans une entreprise comme Luxay, je vais perdre la moitié de mon salaire. Mais sachez qu'on sera peut-être demain les nouveaux gros. Merci Rose, merci. Il faut s'entraider. Je trouve qu'on a été... on a parlé de tellement de sujets riches qui en même temps viennent se répondre, faire écho les uns aux autres. Merci d'avoir été à l'écoute, tout le monde, pour continuer à faire connaître le balado, continuer à éveiller les consciences. Moi, il y a vraiment cette mission-là d'éveiller les consciences et je trouve que tu nous as amené à prendre conscience de tellement de choses aujourd'hui. On vous invite vraiment à partager le balado, partagez-le à des gens que vous pensez que ça peut leur faire du bien. Si vous avez envie d'aller donner un avis, 5 étoiles, un commentaire, de vous abonner au balado, c'est vraiment ça qui fait en sorte que le podcast se fait connaître. Puis d'ailleurs, on va faire tirer un produit dans les prochains jours, un produit luxé, justement pour vous remercier de soutenir le balado. Merci pour tout, merci pour votre écoute, pour vos partages et pour cette recherche d'harmonie. Je suis convaincue que si vous avez écouté tout cet épisode, c'est parce que vous voulez bâtir ce monde plus harmonieux avec nous et moi je veux le bâtir avec vous. Vous qui m'écoutez, toi. J'ai hâte que tu nous rejoignes sur sur le bon front en fait. C'est un front tout doux, en douceur, on avance avec nos âmes. Infuse d'amour, de vérité, mais le travail est fait, il est là quand même.
Voilà. Merci Rose. On peut te suivre sur les réseaux sociaux. Sur Oui, Luxé Beauty, vous mettrez les liens. Tout à fait. Merci. Merci à vous. À bientôt. Merci.